Rebonjour à tous, merci, ça fait plaisir de voir qu'à 15 heures, le dernier jour du salon, il y a aussi du monde. Donc en effet, on va passer 45 minutes à parler de ces digital natives, de ces millennials, pour utiliser le terme qui fait beaucoup buzzer en ce moment. Je déteste ce terme. Et qui va s'enchaîner directement sur plutôt un panel après d'échange. Donc vous allez voir, ça va vraiment s'enchaîner. Il n'y aura pas un petit quart d'heure entre les deux, il y aura peut-être une minute ou deux. Moi, je vais me présenter et je vais présenter pour le coup nos deux invités. Donc moi, je suis Lionel Dame et je suis le directeur d'une agence qui s'appelle On Prend un Café. On Prend un Café, c'est une agence qui fait du marketing social et qui accompagne les marques sur leur stratégie sociale. Et j'ai deux intervenants qui vont du coup pouvoir se présenter et expliquer ce qu'ils font. Amélie, je t'en prie, tu peux prendre le micro et nous dire qui es-tu ? Ça marche? Ouais. Oui, ça fonctionne. Tu peux le mettre comme ça, on t'entend bien comme ça. Ok. Je m'appelle Amélie Machado, je suis chargée social marketing chez une marque de vêtements qui s'appelle Bisbee depuis 4 ans. Est-ce que je présente Bisbee tout de suite? Tu peux présenter Bisbee sans souci. Ok. Alors Bisbee, c'est une marque de vêtements pour filles et garçons, pour les jeunes de 15 à 25 ans et plus. Voilà. Super sur les digital natives. Très bien, donc 4 ans, donc tu as vécu plein d'évolutions de communauté et plein de transitions dans ces utilisateurs depuis 4 années. Donc c'est le pourquoi tu es là aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre cette migration. Thomas ? Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle donc Thomas, je suis social media planner chez On Prend un Café depuis 2 ans maintenant. Donc je suis un millennial et en même temps un professionnel de la communication. Et je m'occupe en fait d'analyser tout ce qui est le comportement des utilisateurs. Et je m'occupe aussi d'organiser et de créer la stratégie des marques sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on a pris 2 millennials pour expliquer un petit peu finalement comment ils fonctionnent, puisque moi je pense que je suis sorti de cette catégorie malheureusement maintenant. Ça va se dérouler comment ? On va d'abord poser un petit peu les bases et pour remettre un petit peu à plat finalement de ce qu'on entend derrière millennials et derrière cet énorme terme. Et après, on interviendra sur les différents usages et je vous poserai des questions au fur et à mesure, notamment dans la communauté Bisbee. Et de se dire comment ils réagissent et comment Bisbee s'adapte. Et après, toi, Thomas, par rapport aux tendances que tu peux voir, de dire si oui ou non par rapport à tout ce qu'on va pouvoir voir au travers des études et de tout ce qu'on va présenter. Allez, je me permets, vous pouvez intervenir si jamais à un moment vous voulez intervenir directement. Je casse le rythme, n'hésitez pas, vous faites des grands signes, vous venez ici, vous êtes les bienvenus après tout. Il y a de la place, donc c'est pas un souci. Les millennials, alors, moi je déteste ce terme, personnellement. Parce qu'il est un peu vague, il y a un peu tout dedans, et on a essayé de reprendre finalement qui on pouvait mettre derrière les millennials. Alors vous pouvez le voir en fonction de l'institut d'études, en fonction des différents magazines, on se rend compte que les années bougent, que ça va un coup c'est encore un peu dans les années 70, après c'est dans les années 80, ça va jusqu'en 2000, ça va, etc., etc., etc. Moi j'ai toujours un doute de me dire que dans une même génération, d'avoir 15 ou 20 ans de personnes dans cette génération qui ont le même comportement, j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est déjà la première chose, pour le coup, à intégrer, c'est que ce grand terme est un grand terme fourre-tout, mais pour le coup, pensez que dedans, il y a plein de segmentations qui vont être différentes. Si je le résume de manière très très simple, ça, du coup, c'est des choses que vous avez déjà entendues. C'est de dire que les millennials, on trouve deux grandes familles de population plutôt sur cet esprit. En général, ils ont plutôt entre 15 et 35 ans, avec des plus vieux. Donc, c'est-à-dire, je vais plutôt résumer des plus de 25 ans. Pour le coup, je vais pas trahir vos âges, mais vous n'êtes pas dans cette partie-là. Je fais plutôt partie de cette partie-là. Et entre guillemets, des moins de 25 ans. Et à un moment, on va même faire plutôt un focus, nous, dans ce moment-là, sur les beaucoup plus jeunes, pour comprendre finalement l'évolution de leur comportement. Et en fait, c'est plein de sous-familles. Parce que finalement, vous vous rendez bien compte qu'un gamin de 18 ans, quelqu'un qui va en avoir 20, quelqu'un qui va en avoir 25, quelqu'un qui va en avoir 30, finalement, ne vont pas consommer de cette même manière. Et c'est la première chose derrière le terme millennial, c'est que ça ne veut rien dire. De s'adresser aux millennials, il ne faut pas le prendre de cette manière-là. C'est dedans, dans cette grande catégorie de ces 15-35, de réussir à resegmenter. Je me permets tout de suite de te poser une question pour le coup, Amélie, dans cette segmentation. Toi, tu as dit Bisbee, on est sur les plus jeunes, etc. Finalement, dans ce grand millennials, c'est qui votre cœur de cible à vous ? Alors nous, vraiment, niveau communication, on va parler à un jeune de 18 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont en dessous de 18 ans, ils ont envie qu'on les traite comme des vrais ados de 18. Et ceux qui ont plus, ils ont envie d'un peu de retrouver cette impertinence de la personne qui a 18 ans. Donc on parle vraiment à un jeune qui a 18 ans. Ok, donc c'est votre cœur finalement de communication, vous adressez à ce genre. Ouais. Donc finalement, si on prend bien par rapport à nos 15-35, vous oubliez vos trentenaires et plus, si ce n'est ceux qui veulent revivre leur jeunesse de leurs 18 ans.
Mince, j'en fais partie. Sur les stéréotypes, on entend beaucoup de choses toujours sur cette nouvelle génération. Ah, je vais en faire plein. On a sorti plein d'informations qu'on a pu retrouver. Ils se construisent dans l'opposition. Ils sont jamais d'accord sur rien. Ah, ils se plaignent de tout. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On vous posera la question après. Génération Tinder, anti-famille. Ah ouais, non, c'est plutôt de la rencontre, plutôt des choses éphémères. La famille, ça se construit pas forcément. Ils n'ont plus foi en l'avenir. Ils ont peur de tout. Le monde va mal. Oh. Une génération fainéante. Il paraît qu'ils ne font plus rien. Il paraît qu'ils n'ont pas envie de travailler. Moi, j'en suis pas convaincu non plus. Et ils ne jurent que par le digital. Ça, c'est tous les a priori qu'on a. Sauf qu'ils sont tous faux. Totalement faux. En fait, l'erreur, c'est de penser que cette génération, elle est complètement différente et qu'elle rejette tout. Non, elle n'est pas du tout différente. En fait, prenez, si aujourd'hui il y a des gens qui sont plus âgés, donc qui ne font pas partie de ces vingtenaires, qui sont plutôt partie de ces quarantenaires ou plus, il se passe un élément qui est quand même important, c'est que toute génération a toujours été disruptive par rapport à ses aînés. Et en fait, c'est ni plus ni moins que la même chose. Sauf que ce côté disruptif et cette évolution, ben, on le vit moins bien et c'est énormément accéléré par le digital. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas plus fainéants, ils ne sont pas plus bêtes, ils ne sont pas plus anti-tout, c'est simplement qu'ils ont évolué. Et en fait, dans cette évolution, soit on prend l'attitude d'être un vieux con, et on se dit « Oh là 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 là, c'était vraiment mieux avant, ils comprennent vraiment rien », soit on essaie vraiment de comprendre finalement que non, c'est normal, et malheureusement, ils ont évolué, et vous devez évoluer avec. Et ils ont évolué avec, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui cherchent à faire des transformations digitales, par exemple, mais si je reprends, en fait, ces fameux millennials, ils n'ont pas besoin de transformation digitale. Si on reprend ces millennials, en fait, ils vivent le digital depuis des années et des années et des années, et finalement, ça fait partie de leur vie. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on essaie de se dire, ils sont différents, on les comprend pas. Ouais, parce qu'en fait, on a peut-être un temps de retard par rapport, eux, à leurs usages. Ils ont des comportements différents dans la vie. Ils vivent en mode projet. Finalement, ils sont plus dans des constructions à long terme, ils vivent un instant T, ils vivent un projet qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils vont passer à autre chose. Et ça, c'est vraiment lié aussi à cette nouvelle génération, à ce comportement qui est complètement différent, qui va essayer de se construire à un instant T et de pouvoir faire autre chose. On a mis, c'est les directeurs artistiques de leur propre vie. Ouais, de plus en plus, ils créent, ils construisent. Tout à l'heure, vous allez voir, il y a d'autres intervenants qui vont venir sur cet espace et qui vont expliquer que justement, ils essaient de devenir acteurs. Ils font de plus en plus appel à des outils collaboratifs, ils font de plus en plus appel à pouvoir faire des choses. Chez Bisbee, justement, est-ce que tu ressens, on va se tutoyer, est-ce que tu ressens ce côté justement on va dire de ces millennials ou de ces utilisateurs qui sont pas juste spectateurs et qui finalement ont envie de participer, de créer, d'aller plus loin justement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors à fond, on se rend compte qu'ils ont vraiment envie de participer à la vie de la marque. Par exemple, chez Bisbee, c'est une de nos stratégies, c'est le NCO, on appelle ça comme ça. Et on demande à nos clients de participer à plein d'étapes de la vie de la marque. Par exemple, tu peux prendre une photo de ton look, le poster avec un hashtag BizBNMe sur Instagram et tu te retrouves sur nos fiches produits. Donc c'est-à-dire que sur nos fiches produits, on va avoir la photo packshot web qu'on a prise et puis il va y avoir la photo in real life postée par les gens de la communauté du look. On a aussi sorti pas mal de collections co-créées par nos clients. Donc on leur a filé un t-shirt avec un petit dessin. Ils ont colorié le dessin et on en a sorti vraiment dans la vraie vie, dans nos magasins. Et là, tout dernièrement, on remplace nos mannequins par des vrais clients. Donc c'est-à-dire que là, en ce moment, si vous allez en magasin, toutes les photos, vous pensez que c'est des mannequins, mais en fait, c'est nos vrais clients qui ont été castés. On a lancé un énorme casting en janvier dernier. Il y a eu 11 000 candidats. Sur les 11 000 candidats, ils ont voté entre eux. On leur a laissé faire leur petit vote. On a juste pris le top 100 de ces gens-là et on a sélectionné nos 6 nouveaux mannequins. Les mannequins chez Bisbee, à terme, ne seront plus des mannequins, mais seront que nos clients. Hyper intéressant. Et finalement, en faisant cette action, est-ce que vous avez vu un changement dans le comportement du coup, des gens qui vont voir ce contenu, qui vont voir ces nouveaux mannequins? Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils se sont dit « Ah, c'est génial, pour le coup, c'est des gens comme moi » Finalement, est-ce qu'ils ne l'ont pas du tout vu? Ou finalement, est-ce qu'ils se sont dit « Ah, moi aussi, j'ai envie d'en être un » Alors, on l'a sorti la semaine dernière, donc on ne sait pas encore exactement ce qu'ils en ont pensé. Mais en tout cas, ceux qui ont suivi le casting, c'est sûr que là, ils se disent « C'est quand le prochain ?»
Donc le prochain, c'est début 2018. Et ceux qui n'ont pas du tout suivi le casting et qui arrivent voilà, en magasin, ils voient la PLV avec, c'est Manon et Léa. On explique aussi que ces gens-là viennent du casting et que c'est pas des mannequins. Cette volonté, elle est venue d'où en fait? C'était vraiment en se disant tiens, on va tenter un truc parce qu'il paraît que le collaboratif ça fonctionne, ou vraiment vous êtes parti d'études sur les millennials en se disant c'est leur manière de fonctionner et finalement on veut vraiment les mettre au cœur de notre marque? Alors ce qui est marrant, c'est que ça venait d'eux. C'est-à-dire que donc, je suis depuis 4 ans chez Bisbee, et donc il y a 3 ans, je voyais qu'il y avait quand même de plus en plus de messages en mode et moi, est-ce que je peux aussi être mannequin Bisbee? Parce qu'ils se rendent compte que nos mannequins, c'est des gens de 16 ans, quoi, et de 16 à 18 ans. Donc eux aussi, ils avaient envie d'être mannequins. Et au bout d'un moment, on s'est posé sur la table avec mon équipe et on s'est dit, voilà, j'ai de plus en plus de messages, est-ce qu'on ne lancerait pas un concours? Et juste comme ça, pour rire, on l'a fait il y a 2 ans. On a eu 5000 candidats. On a vu que je ne m'attendais pas à... Je pensais qu'il y en aurait 1000. Finalement 5000, et donc cette année 15 000. Donc en une année, on a explosé les scores. Donc l'année prochaine, on espère qu'on aura 30 000 candidats. Et j'ai une question sur ces gens qui ont participé. Est-ce que c'était des clients lambda qui ont eu un usage, on va dire, raisonné du web, ou est-ce que vous vous êtes rendu compte que ceux qui ont gagné ou ceux qui ont le plus voté ou les participants étaient des gens très actifs sur les réseaux? J'entends par là, est-ce que c'est des gens qui avaient des grandes communautés finalement? Est-ce qu'ils étaient présents un peu partout, ou finalement non, ça restait des utilisateurs qui, quand je dis lambda, c'est qu'ils n'avaient pas forcément cette volonté d'être très 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 visibles ou d'être très 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 connectés? C'était pas forcément ni des influenceurs ni des gens qui avaient des grosses communautés. Par exemple, il y en a un de mes derniers gagnants qui avait même pas Instagram. Donc il l'a créé pour le truc parce qu'il s'est dit ça va être sympa si je prends des photos. Mais non, c'était vraiment des ados de 15 à 22 ans, lambda, juste avec leur petite communauté de 100 potes sur Insta. Et ils avaient juste envie de faire partie de la marque. Il y avait un super fan qui nous suit depuis 10 ans. Et ils étaient trop contents de voir l'envers du décor, le shoot, comment ça se passait. On les a amenés pendant un week-end et c'était super. Tu fais le passage parfait sur une autre de ces valeurs importantes. Dans ces valeurs importantes, parler de partage, de collaboration, d'éthique, de responsabilité. Et en fait, un point important qui est l'expérience. En fait, aujourd'hui, cette génération cherche plus qu'un produit, cherche plus qu'un prix, va chercher également une expérience avec les marques. Et c'est ce qui fait toute la différence. Là, ce que tu viens de nous expliquer, c'est exactement ça. Parce que finalement, vous n'avez pas changé les produits, si ce n'est que sur certaines collaborations, c'est eux qui les ont construites. Mais finalement, ils sont acteurs, on va dire, de ce changement et acteurs de la marque qui consomme. Toi, alors je vais te parler de consommateur. Toi, je vais pas t'utiliser en tant qu'expert. Tu es bien en Bisbee en plus aujourd'hui, donc c'est un très bon ambassadeur. Tu as participé à ce genre de concours? Pas du tout. Je suis désolé. Non, en fait, j'étais même pas j'avais pas vu parce que je suis pas en plus la marque sur les réseaux. J'y vais régulièrement, mais je la suis pas sur les réseaux. Shame on me, mais. Shame on you. Finalement, on a essayé de prendre les écarts et essayer de se dire aujourd'hui les millennials c'est quoi? Souvent on parle de la nonchalance que cette génération peut avoir, ou au contraire ce côté très déterminé. Non, dites-vous juste que les millennials c'est un peu ce croisement des deux, et que, comme je le remets, ne les imaginez pas complètement différents, ne les imaginez pas complètement fainéants. Dites-vous simplement qu'ils ont naturellement évolué dans leur comportement, ils attendent autre chose. Et je me suis permis de faire un petit focus, parce qu'en plus là, il y a pas mal de gens dans cette génération qu'on peut voir dans le public. Et moi, je l'ai renoté en entreprise également, puisque je fais juste ce petit aparté pour tous les entrepreneurs qui peuvent être là et qui peuvent parfois avoir des difficultés à manager ce type d'équipe. Et moi, je note quelque chose, c'est de dire attention, en fait, ils n'ont pas besoin d'être managés différemment. Ils ont besoin d'être managés comme n'importe quel autre collaborateur, simplement qu'il faut s'adapter à son type de management. Et pensez à ça. C'est souvent on se dit ils sont hyper compliqués, j'arrive pas du tout à les manager, je sais pas quoi faire avec eux, ils rentrent pas dans les cases. Oui, mais au même titre qu'il y a 20 ans, d'autres personnes ne rentraient pas dans les cases. Au même titre qu'il y a 40 ans, d'autres personnes ne rentraient pas dans les cases. Le plus important, c'est d'essayer de comprendre finalement pourquoi ils viennent travailler, c'est d'essayer de comprendre quelles sont leurs motivations. Chez Bisbee, aujourd'hui, c'est beaucoup de collaborateurs qui sont plutôt dans cette tranche d'âge où finalement, il y a un mix de population. Comment ça se passe justement cette intégration entre guillemets, de ces millennials? Alors là, je vais te demander plutôt ton avis de collaboratrice. C'est difficile, ou finalement non, c'est justement ça rentre dans cette entreprise un peu plus libérée et ça rentre dans des managements adaptés à cette population? J'ai pas l'impression qu'on s'adapte à nous, les jeunes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'âges chez Bisbee. Le truc qui nous réunit, c'est le fun. Parce que Bisbee, c'est une marque fun et décalée. Et on le voit quand on recrute quelqu'un, il rentre dans ce moule de humour et joie de vivre et bonne ambiance. Et on se marre tous les jours chez Bisbee. Moi, je me marre personnellement avec des gens qui ont l'âge de mes parents, comme des alternants qui ont 20 ans.
Alors, en même temps, il y a un job dating. S'il y a des jobs à pourvoir chez BizBee, je pense que vous allez recevoir plein d'offres avec la description que tu viens d'en faire. Ok, ça nous permet du coup d'aller un petit peu sur les usages et d'essayer de comprendre les usages de ces millennials. Qu'est-ce qu'ils font sur les différents réseaux? Alors, je vous rassure, on n'a pas fait l'étalage de tous les réseaux sociaux, mais l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre quels sont leurs comportements et pourquoi ils font plus l'un plus l'autre. Et je vais à chaque fois, du coup, vous demander, vos avis dessus. Et je vais tout de suite te redonner la parole, Thomas, sur lequel tu as travaillé sur quelque chose, un format qui est assez connu pour essayer de comprendre, voilà, le millennials, comment on le perçoit, comment il se perçoit, et voilà. Et qui est-il? C'est ça. Donc on a essayé de repartir d'un mème un peu assez célèbre pour justement essayer d'expliquer les usages des millennials. Je vais essayer de me prendre en exemple et je pense que ça parlera à pas mal d'entre vous qui vont se retrouver. Le premier point, c'est ce que mes amis pensent que je fais. En fait, mes amis proches, je ne parle pas de mon 500e ami sur Facebook, mais ceux que j'ai vraiment sur Snapchat, par exemple, ils me connaissent vraiment. Et à eux, je leur envoie des bêtises sur Snapchat. Je leur envoie je les tag sur les publications de raclette pour la semaine prochaine. En fait, c'est vraiment de se dire, et là, je pense que c'est Snapchat qui est vraiment le réseau qui va représenter le plus ça. C'est, on parle à ses amis de manière libérée, et nos amis nous connaissent vraiment tel qu'on est. Un exemple pour illustrer ce propos, c'est Instagram. On a de plus en plus de gens, une plutôt jeune génération, donc on va dire 15 ans, qui ont 2 comptes Instagram. Ils ont un compte Instagram avec, on va dire, le best-of de leur bêtises sur Snapchat, et un compte Instagram qui est public, donc l'autre était privé, et lui est public avec les belles photos qu'ils vont partager pour toute leur communauté, que ce soit les 100 potes, ou il y en a certains qui ont presque 1000 amis sur Instagram. On va revenir après, justement, réseau par réseau, sur ces comportements. Ensuite, ce que ma mère pense que je fais, et je pense que pareil, vous allez plutôt vous retrouver. Moi, ma mère, elle pense que je suis un service après-vente, c'est-à-dire que je peux être en plein boulot, il peut être 15 heures, elle peut m'appeler en me disant ouais Thomas, comment on fait pour envoyer le mail, j'y arrive pas. Et du coup, j'ai demandé l'avis de mes potes aussi pour savoir s'ils étaient d'accord. Et au final, on se retrouve un peu tous dans la même situation en disant ouais, nos parents ils sont plutôt chiants parce qu'en fait, ils passent leur temps à nous demander des avis en disant oui, Snapchat, comment on fait pour ah, c'est quoi ça, les visages rigolos. Et en fait, on passe notre journée à répondre à leurs problèmes. Ensuite, ce que la société pense que je fais, là, c'est plutôt la société des millennials, les millennials, elle est plutôt critique. Elle pense qu'elle, justement, avec tous les stéréotypes qu'on a vus, elle passe sa vie à se faire beau, à se prendre en selfie, alors que c'est pas forcément la vérité. On le voit juste avant avec les amis, on partage vraiment sa vie privée. Ensuite, les marques, ce qu'elles pensent que je fais, elles pensent que je parle d'eux spontanément. Elles pensent que je passe ma vie à dire ah, j'adore cette marque sur les réseaux. Et en fait, on le voit par exemple avec BizBee, il faut que la marque, elle propose du contenu qui va intéresser ce millennial, ce jeune utilisateur. On le voit donc avec ce qu'a fait BizBee par exemple. C'est aussi le fait de... Je pense que je peux prendre l'exemple d'Oasis. Si vous allez sur la page d'Oasis là maintenant, il y a ce que les marques font beaucoup, c'est tag un pote. Et en fait, les marques capitalisent à la fond dessus. Elles parlent de moins en moins de leurs produits et elles parlent de plus en plus des usages de leur cible pour dire taguer un pote qui aime la raclette, parce que j'aime bien la raclette, donc ça fait 2 fois que j'en parle. Et les 2 derniers points qui sont liés, ce que je pense faire et ce que je fais vraiment, en fait, en tant que digital native, ce que je pense faire, c'est tout simplement envoyer un tweet, regarder la télé, regarder un stream. En fait, ce que je fais vraiment, c'est que je suis capable de faire tout ça en même temps et naturellement, sans m'en rendre compte. Et c'est ça le point important que je voulais souligner. En effet, c'est pas juste un monocanal. Alors en effet, il est très connecté en mobile, on va le voir juste après, mais il fait plein de choses à plein d'endroits et il n'est pas que chez lui à regarder entre 9h et 18h sur les réseaux. Donc à tous ceux qui animent des marques entre 9h et 18h, on peut aussi penser qu'il y a une vie après 18h et le reste du week-end, mais il est très connecté à n'importe quel moment et sur plein d'outils différents. On a repris, c'est juste pour reprendre la répartition réseau par réseau. Donc là, on s'est intéressé aux 4 principaux et plus grand public en France aujourd'hui. C'était juste pour montrer une plus forte, mine de rien, je ne vais pas dire domination, mais une plus forte présence féminine sur des réseaux comme Snapchat ou comme sur Instagram. Et que mine de rien, est assez intéressante ou assez importante en fonction de vos propres cibles, justement sur les réseaux. Ça reste bien sur une globalité de l'ensemble des utilisateurs sociaux. On va faire un petit focus finalement sur les moins de 35 ans et sur ces écosystèmes. Alors l'intérêt, c'est vraiment de reprendre réseau par réseau la part de ces utilisateurs en fonction de leur âge.
Si je reprends ni plus ni moins qu'un Facebook, mais 18-24 ans, aujourd'hui, c'est à peu près 24% de ces utilisateurs qui sont présents sur Facebook. Regardez ni plus ni moins que deux autres réseaux qui sont fortement montants actuellement entre Instagram et Snapchat, sur lequel c'est part de plus jeunes. Donc si je prends 18-29 ans sur Instagram ou moins de 25 ans sur Snapchat, sur lequel on est pour l'un à plus de 50% et l'autre à plus de 70%. On se rend compte aujourd'hui que les communautés, justement sur ces plus jeunes, elles migrent. Et qu'en fait, elles ne sont pas forcément là où on l'imagine. Elles ne sont pas forcément là dans ce que l'on peut avoir sur toutes les études. Aujourd'hui, beaucoup de la construction, on se dit « Ah oui, mais il y a plein de jeunes sur Facebook, ah c'est super, je me suis rendu compte que ça a marché il y a un an et demi, je vais continuer. » Attention, ce sont aussi des cibles qui bougent très très vite et qui s'adaptent très très vite. On va rentrer vraiment après dans ces usages plutôt sur les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 20 ans, dans le comportement qu'ils peuvent avoir sur les différents réseaux. Mais finalement, on se rend compte qu'il y avait vraiment eu des migrations de réseau à l'autre. Alors, c'est peut-être simple à dire, c'est peut-être que vous en doutez, mais en fait, il faut juste aussi l'intégrer à un moment. Et intégrer que ces générations qui sont en mode projet, qui sont en mode expérience, qui, mine de rien, changent tout le temps et évoluent très vite, bah, vous, en tant que marketeur, vous, en tant qu'entrepreneur ou directeur marketing, bah, vous devez, à un moment aussi, adapter vos stratégies et justement aller plus loin sur certains réseaux et construire autrement votre écosystème. Et ça me permet de te redonner pour le coup la parole, Amélie, et d'essayer de comprendre c'est quoi l'écosystème aujourd'hui de BizBee sur les réseaux sociaux dans sa présence. C'est un focus sur un, focus partout. Je vais laisser ce slide-là pour avoir les différents réseaux, mais comment il est construit finalement aujourd'hui et est-ce qu'il y a des comportements qui sont différents justement sur ces différents réseaux ? Alors déjà, chez BizBee, on est parti du principe que les réseaux sociaux, ils ont été créés pour connecter des amis entre eux et pas une marque avec un consommateur. Donc nous, on s'écarte de la relation consommateur sur nos réseaux sociaux et on s'adresse vraiment à l'individu, à un pote, parce que nous, on les tutoie. Donc c'est vraiment un pote sur qui on partage l'univers BizBee, l'ADN BizBee, nos conseils en mode ou pas, nos bons plans et tout ce qui peut se passer chez BizBee. Et l'écosystème, c'est vrai qu'on ne parle pas de la même manière sur chaque réseau et ça a changé en 4 ans. Voilà. Au début, on s'était dit Instagram, c'est un peu le backstage. Finalement, c'est plus Instagram le backstage, maintenant c'est Snapchat. Et donc, rien qu'en 4 ans, c'est vrai qu'on a vachement évolué. Je suis arrivée, la page Facebook était à 300 000 fans. J'ai pas énormément recruté en 4 ans, mais c'était pas l'objectif, puisqu'en fait, on a recruté sur Instagram à fond, sur Snapchat et sur Facebook. En fait, du coup, ils ont migré et ils sont pas du tout restés sur Facebook. Maintenant, sur Facebook, moi, je vise les mamans et ceux qui ont plus de 25 ans. Mais si je veux aller toucher des moins de 20 ans, c'est pas là-bas que je vais aller publier mon message. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a un ton différent sur chaque réseau. Est-ce que tu as vu sur Facebook, alors tu dis que ta communauté en termes de volume de fans n'a pas évolué. Bon, ça, ok, c'est bien, vous n'êtes pas à la course aux fans. Par contre, est-ce que tu as vu une migration dans ton audience, en passant peut-être de plus jeune il y a 4 ans? Du coup, est-ce que ton audience s'est cassée la gueule? Ou est-ce qu'au contraire, elle est restée pareille? Ou est-ce qu'elle a migré justement sur des plus vieilles, sur une audience plus âgée? Est-ce que tu l'as senti ou pas du tout, c'est resté sur ce même type d'audience? Moi, j'ai senti que ma cible sur Facebook a forcément évolué en âge. Donc, je vais toucher elle est un peu plus vieux sur Facebook. Et par contre, ils ont carrément migré sur d'autres réseaux. Ou Instagram, ça a une grosse évolution depuis 4 ans. En termes d'engagement aussi. Donc là, si vraiment je veux de l'engagement et je veux parler à mes ados, je vais sur Instagram. Et après, toutes nos conneries et tous nos backstage qu'on a envie de faire vivre, c'est sur Snapchat. Ok, on parle pas du tout de Twitter. Twitter, c'est assez compliqué. On n'a pas une grosse communauté. C'est vrai qu'on va juste rebondir sur les TT, donc les top tweets, avec des conneries. Et juste pour amener du fun, parce que BizBee, on dit qu'on est une marque fun, mais pour ça, il faut faire rire. C'est pas tout de se dire qu'on est fun à un moment. Donc du coup, Twitter, c'est vraiment juste pour les faire marrer, parce qu'une marque rebondit sur un TT et que c'est drôle. Et on va pas souvent parler ni de nos offres, ni de nos produits, ni quoi que ce soit. C'est toi qui t'occupes de l'animation des espaces sociaux pour ce fun, justement, sur Twitter? Je m'occupe de tous les réseaux sociaux, ouais. Ouais. Et c'est difficile de trouver le bon ton, justement, pour parler, entre guillemets, je vais dire, à des 18-20 ans, comme tu l'as dit, puisque ta cible, c'est 18 ans. Alors, je pense que tu as un petit peu plus que 18 ans, mais pas non plus beaucoup plus. Mais est-ce que tu sens finalement que tu es complètement en décalage en termes d'animation de cette cible? Comment tu t'adaptes, justement, à ça? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, moi, j'ai 25 ans. Et à 25 ans, je n'ai pas forcément les mots des jeunes à moins de 18. Donc c'est vrai que souvent, avec mes collègues, on se dit ce mot-là, c'est has-been ou pas? Alors, est-ce qu'on a encore le droit de dire je ne sais quoi?
Et donc souvent j'ai le petit texto à ma petite sœur de 15 ans pour savoir j'ai encore le droit de dire ça ou, ou c'est mort, et elle me le dit direct, genre non, ça c'était il y a 2 ans, laisse tomber. Donc c'est quand même hyper amusant, c'est-à-dire qu'à 25 ans, tu animes une marque pour des plus jeunes, donc c'est-à-dire pour des 18 ans, et même toi tu te trouves has-been à 25 ans pour réussir à décoder et réussir à parler à ces communautés. On se pose des questions, parce qu'il y a des fois où si tu dis un mot qui est plus du tout d'actu, tu peux voilà, paraître pour une marque trop nulle. Donc il faut rester dans le move et faire marrer voilà, sans utiliser les mots qu'il ne faut plus. Ok. Justement, Thomas, je vais te poser une question sur ces conversations. Comment toi tu fais, ou comment tu vas chercher ces nouvelles conversations de ces millennials et de comprendre leur comportement? Est-ce qu'il y a des astuces, ou est-ce que pour le coup tu es juste devin et que tu te dis ça c'est has-been ou pas has-been? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, une méthode ou quelque chose? Moi, ce que je fais en tout cas, c'est j'utilise vachement Twitter pour le coup, parce que c'est vrai que les marques sont très peu présentes sur Twitter, mais par contre les conversations, en fait c'est marrant parce que Twitter, j'ai l'impression que c'est utilisé en fait de deux manières. Il y a les professionnels qui vont l'utiliser pour se renseigner, pour faire de la veille, etc. Moi, je l'utilise aussi pour faire de la veille, mais de la veille sur les conversations des plus jeunes, parce que sur Twitter, on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes qui parlent avec des expressions que même moi, c'est vrai que je comprends même plus, alors que j'ai 22 ans, 23 ans. Et donc, du coup, Twitter, c'est vrai que ça reste un bon moyen pour justement essayer de s'intéresser aux conversations des plus jeunes. Et après, il y a énormément aussi les influenceurs. Il suffit de suivre un influenceur pour voir sa communauté, les personnes qui vont s'engager avec cet influenceur. On regarde les commentaires, enfin je regarde les commentaires par exemple, et puis ensuite je suis du fil en aiguille, j'arrive sur des conversations, etc. En fait, c'est un vrai travail d'investigation, et c'est vrai que les études, on en voit énormément, par exemple sur l'ADN ou le blog du modérateur, j'en regarde, mais au final, elles disent tout et son contraire. Tout à l'heure, je lisais une étude justement pour une petite anecdote qui disait que les millennials en avaient marre des marques. Et juste après, j'ai une autre étude qui dit on n'a jamais vu autant d'intérêt des jeunes pour les marques aujourd'hui. Du coup, on se dit qui il faut croire? Et en fait, la meilleure façon, c'est vraiment de regarder ce que disent les jeunes pour être sûr. Ok, merci. On va rentrer finalement sur juste réseau par réseau, voilà, d'essayer de comprendre comment ils ont grandi dans le digital. On reprend, là je vais essayer de faire un petit focus sur vraiment ces tout petits plus jeunes. Alors en plus ça va coller toi en partie à ta cible, et de reprendre finalement des jeunes qui ont grandi dans le digital. Et oui, c'est de se dire que faut pas oublier une chose, c'est que ils n'ont pas connu de vie non connectée. Et quand tout à l'heure je parlais de cette fameuse transformation digitale, eux ne vivent pas de transformation digitale. Eux, en fait, ça fait naturellement partie de leur vie. Et c'est aussi de le comprendre. Et c'est de se dire que ce qui, pour nous, peut être une révolution quand on repense des choses, ou de se dire oh, ça va être génial, ça va être fantastique. Non, en fait, pour eux, c'est juste normal, et c'est leur quotidien de le penser de cette manière-là. Et d'autant plus sur les réseaux, puisqu'ils ont vécu avec une très forte consommation, et c'est le point important, sur leur smartphone. Tu en parlais, on en parlait juste avant. De toute façon, on a parlé de 2 réseaux, Instagram, Snapchat, sur cette cible, avec plus de 50% sur Instagram et 70% sur Snapchat. Et en effet, une très forte consommation sur leur smartphone. Maintenant, il faut juste faire attention, c'est pas parce qu'ils ont des smartphones qu'ils ont les iPhones dernière génération. Et c'est aussi important de ne pas oublier ça. C'est que pour le coup, ça reste aussi des consommateurs, entre guillemets, lambda, qui n'ont pas tout le temps des forfaits dédiés et illimités à tous les moments. Mais c'est bien de comprendre que toutes les expériences, finalement, se font en mobile. Aujourd'hui, si je te demande sur Bisbee, sur l'ensemble des espaces, est-ce qu'il y a plus de mobiles? Je pense qu'on va retomber dans ces mêmes chiffres sur le type de consommateur. Ouais, par exemple, mes jeux concours, il y a 80% toujours qui est sur mobile. Donc, il faut penser mon jeu à chaque fois mobile first. Parce que des fois, voilà, on a tendance à se dire on va le faire en ordi, ça va être sympa, c'est trop beau. Mais en fait, du coup, il faut tout miser sur le mobile, parce que 80% des jeunes, ils vont aller jouer sur mon mobile. Bon, c'est un peu facile, on le dit depuis 2 ans, et je pense que sur Connect, ça fait bien longtemps qu'on parle du mobile first, mais c'est encore plus vrai sur les réseaux, et notamment sur les réseaux qui ne sont que disponibles sur mobile. On a mis un volume, c'est juste pour vous faire prendre conscience du temps qu'ils peuvent passer sur les réseaux, et ça reste une moyenne. En moyenne, un peu plus de 15 heures par semaine connectées. Donc finalement, aujourd'hui, on se rend compte d'un vrai temps passé très très fort par ces jeunes. Ça fait un peu plus de 2 heures par jour. Alors, je suis sûr qu'ici, vu le nombre de personnes connectées, je pense qu'on est à beaucoup plus, mais ils passent énormément de temps, et avec des centres d'intérêt qui finalement, je veux dire, sont presque similaires entre hommes et femmes. On a fait le point sur de quoi parlent finalement ces millennials. Ça parle de nourriture, ça parle de vêtements,
ça parle d'accessoires de mode et ça parle de jeux vidéo. La différence est un homme-femme. Alors, le cible masculine va plus parler de jeux vidéo. La cible féminine va plus parler d'accessoires de mode. Est-ce que c'est ce que tu ressens, toi, sur tes communautés? Alors, forcément, j'imagine, de par la marque Bisbee, tu vas ressentir du vêtement. Mais est-ce que ça t'arrive d'un petit peu gratter dans la vie de ces utilisateurs au travers des comptes que tu peux suivre? Et est-ce que tu retrouves ça, justement? Est-ce que tu te rends compte que quand ils te parlent de Bisbee, toi, tu es contente et tu te dis, ah, génial, il a aimé ma marque. Mais est-ce qu'il parle que de Bisbee ou au contraire, il est vraiment intéressé par l'ensemble de ce domaine-là? Alors c'est vrai que j'ai pas le temps de gratter autant, mais moi je regarde aussi beaucoup les vidéos des influenceurs et en vrai sur la chaîne tu vois qu'il y a beaucoup plus, enfin il y a plein de vidéos sur le lifestyle et les vêtements, donc c'est sûr que c'est un des sujets qui les botte. Et dans toutes les études qu'on a pu faire, parce que du coup on demande aussi beaucoup d'avis aux clients à l'âge de 18 ans et moins. Et du coup, c'est vrai que les vêtements, ça reste un de leurs sujets de prédilection. Donc, c'est plutôt cool pour nous. Ok. On est repassé, donc ce que je disais, réseau par réseau, finalement, Snapchat, c'est quoi pour eux? C'est mes potes et ma vie sans filtre. Est-ce que tu as commencé tout à l'heure à en parler justement de ces différents comportements. Tu es d'accord avec ça en disant que finalement, Snapchat, c'est vraiment le spontané, le fun et on se prend pas la tête? Carrément, c'est ça, c'est à 100% ça. C'est même chez les jeunes, ça commence on en parlait, ça commence à remplacer le SMS. En fait, on passe son temps sur Snap, on peut s'envoyer des photos, on peut parler. En plus, le côté Snapchat, c'est un petit côté ludique, avec plus on parle à quelqu'un, plus on a ce qu'on appelle des flammes. En fait, c'est quand on parle longtemps avec une personne, il y a des petites flammes qui apparaissent. Et après, le but, c'est de garder sa flamme le plus longtemps possible avec son meilleur pote. Et donc, c'est ça que le SMS n'a pas, par exemple. Du coup, c'est une bonne illustration de ce qu'on peut voir, de ce que ces utilisateurs peuvent faire entre s'amuser, se mettre en avant avec leurs amis et raconter un petit peu de leur quotidien. C'est ce que tu remarques également sur tes utilisateurs Snapchat, toi, est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'aller voir du coup les stories de tes suiveurs sur Snapchat? Ouais, j'ouvre les snaps parce que du coup ils en envoient aussi à Bisbee. Donc c'est marrant parce que des fois on a des chats et déjà il y en a qui pensent qu'on est américain. Donc quand on leur répond en français, ils sont comme des oufs. Pourtant vous avez une communication française. Ah non mais oui, on est que en France déjà. mais du coup c'est assez marrant déjà ils sont super flattés qu'une marque, rien que les likes sur Instagram. À partir du moment où on met le hashtag Bisbee, moi je like ta photo. T'as fait l'effort d'annoncer ma marque. Moi je vais regarder ta photo déjà et je vais la liker. Donc déjà ils sont comme des dingues quand on like leurs photos. Et en effet j'ai déjà des échanges avec eux parfois. Et c'est vrai que voilà, ils vont m'envoyer leur tête avec une question. C'est quand le prochain casting? Regardez-moi, je suis trop beau gosse. Et donc on a des conversations avec eux. Ça c'est sympa. Tu dirais que c'est une bonne pratique de liker et de bien répondre en chat, ou du moins de remercier tous ces utilisateurs qui ont fait l'effort de te poser une question, qui ont fait l'effort de participer. Pour vous, c'est devenu un incontournable pour animer les réseaux chez Bisbee? Oui, parce que déjà, ils suivent pas forcément la marque Bisbee. Et du coup, quand on voit que voilà, ils ont un like de Bisbee, ils vont venir nous suivre, quoi. Donc déjà, rien que pour le recrutement, ils n'étaient pas forcément fans et ils le deviennent. Et après, voilà, pour leur ego, ils sont trop contents qu'une marque les ait likés. Et des fois, ils repostent carrément leur like en disant Bisbee m'a liké et c'est trop marrant, quoi. Donc en fait, tout à l'heure tu parlais, est-ce que les marques, ils les aiment pas? Dans ce que tu es en train de dire, ils ont besoin de la reconnaissance des marques. En fait, ils sont contents quand une marque s'intéresse à eux finalement. C'est intéressant. Instagram, ma vie idéalisée. Tout à l'heure tu parlais de quelque chose d'intéressant, tu dis 2 comptes. Ces utilisateurs du coup travaillent leur vie de manière différente. C'est ça, surtout les plus jeunes. En fait, c'est vraiment d'utiliser un compte où on va mettre toutes ces belles photos et un autre compte où on va le réserver qu'à ses potes. On va avoir 50 amis, 30 amis et c'est vraiment que le best-of de Snapchat. Et Instagram d'ailleurs l'a plutôt bien compris et c'est une tendance qui se vérifie parce qu'en fait ils ont lancé une fonctionnalité qui va permettre de choisir à qui on va partager sa photo directement, plus besoin d'avoir deux comptes. Et une autre tendance qu'on a vue aussi, c'est que les jeunes vont de plus en plus supprimer leurs photos au fur et à mesure. En fait, on se rend compte qu'on arrive sur des comptes qui ont 5 photos, et ils ont 1000 amis, mais 5 photos. Et en fait, chaque semaine, les personnes vont supprimer tout simplement leurs photos. Et ça, c'est un peu, on en parlait, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, la transparence digitale. Enfin, l'ombre digitale, l'ombre numérique, pardon. Voilà, je suis désolé. Et
Et donc en fait, ils font attention justement on leur a rabâché suffisamment que ne pas trop s'exposer. Les parents ils disent, j'aime pas trop que tu sois tout le temps sur tes réseaux, etc. Et justement, ils l'ont compris et ils l'ont même peut-être mieux compris que certains plus âgés, puisqu'ils commencent à se censurer eux-mêmes. En effet, c'est une vraie grosse tendance de je mets une photo, elle n'est plus valable dans un mois. Donc, mine de rien, c'est très compliqué aujourd'hui pour beaucoup de marques d'animer auprès de cette cible en question sur lequel on souhaite qu'ils retweetent, on souhaite qu'ils repartagent, on souhaite qu'ils regramment, on souhaite qu'ils repartagent du contenu de ma marque. Mais finalement, je vais peut-être me rendre compte que ce contenu va avoir une durée de vie que d'une semaine et ne va pas vraiment rentrer dans la vie de l'utilisateur. Un constat spécifique chez Bizby sur Instagram, où vraiment tu sens la même tendance que sur Snapchat et tu te dis ah non, j'ai pas beaucoup de différence, ou au contraire, ah si, ils me posent beaucoup plus de questions, ou ils interagissent plus sur certains types de contenus? Sur Instagram, il y a plus d'engagement, ça c'est sûr, pas mal de commentaires, et ils vont aussi pas mal taguer, comme sur Facebook. Voilà, si un t-shirt est cool, avec un message sympa, et ben voilà, ils vont aller taguer la meilleure amie à qui ça te fait penser. Et donc un peu comme Facebook, on peut dire bah voilà, tag ta pote qui est un peu, c'est la plus chiante parce qu'on a un t-shirt chiante. Et donc ouais, il y a beaucoup de tags. Ok. J'ai refait un petit point sur Facebook justement par rapport à ses utilisateurs. En effet, ma famille et mes amis, c'est le réseau de l'identité. Il est de plus en plus délaissé par des nouvelles générations. Il y a une étude, encore une, qui est sortie il y a peu de temps sur les plus jeunes qui en fait ne veulent même pas du tout aller sur Facebook et préfèrent chatter sur Instagram et utilisent d'autres réseaux pour se reconnecter avec leurs utilisateurs. Est-ce que toi, tu sens vraiment ce côté très délaissé de ta cible prioritaire de Facebook, et quand tu l'as dit tout à l'heure, tu les as orientés sur les autres réseaux, c'est eux qui l'ont fait, ça s'est fait naturellement, ou c'est toi qui as anticipé ça en te disant je sens qu'ils migrent, je vais adapter mon animation pour les amener ailleurs parce que je sens que là je suis plus du tout dedans, ou finalement ça fait naturellement? Un peu des deux. Au tout début, quand Snapchat est sorti, bah, on ne sait jamais quand une nouvelle appli sort si ça va être l'appli de l'année ou si dans 2 semaines c'est mort. Du coup, les premières semaines, on n'y était pas. Et on a eu quelques messages en mode bah, vous n'êtes pas sur Snapchat. Donc là, c'est nous qui avons ouvert un compte pour accueillir ces gens qui étaient sans Snapchat de Bizby, ça n'allait pas. Et après, j'ai vu aussi, il y a des gens qui restent, mais je les ai aussi amenés à bouger en disant, bah voilà, maintenant, si vous voulez voir les coulisses des shoots, bah ça se passe sur Snapchat. Et du coup, je poste ça sur Facebook en disant, bah maintenant, rendez-vous sur Snap, voici mon pseudo et voilà tout ce que vous allez y retrouver. Ça fait mal, c'était lié, c'était tiré du coup d'un article dans l'Express. Facebook, c'est plus pour la famille et les personnes plus âgées. Aurore, 15 ans. Ça fait très mal. Du coup, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, ce réseau qui est utilisé, et attention aussi, c'est qu'il y a plein d'outils derrière Facebook, bah, finalement est aussi en partie délaissé. Mais il y a des choses qui sont très très fortes sur Facebook, et c'est pour ça de bien faire attention à ne pas confondre typiquement l'usage que l'on peut avoir avec Messenger. Quand on parle aujourd'hui d'un côté très délaissé qu'on peut peut-être avoir sur Facebook, là, de ce que toi tu peux sentir sur cette cible aussi, c'est de dire qu'ils ont un tout petit peu adapté leurs usages. Et notamment, je vais revenir d'abord sur ce slide-là, c'est de dire voilà, une grosse partie des étudiants vont continuer à utiliser Facebook, mais peut-être pas sur cet usage grand public et sur cet usage du mur et de diffuser du contenu, parce que finalement ils en diffusent de moins en moins, tu l'as dit, ils font de plus en plus taguer à la rigueur, mais beaucoup plus sur les groupes fermés. Et finalement, de retravailler en mode fermé, de retravailler peut-être des plus petites communautés. Est-ce que vous avez lancé, je ne sais pas, je lance un groupe d'ambassadeurs, peut-être un groupe fermé d'ambassadeurs sur un Facebook? Alors pas sur Facebook, mais on a un groupe d'ambassadeurs sur une autre application. D'accord. Et voilà, ils ont choisi de venir, et ils ont pareil entre 15 et 20 ans, et ils chattent avec les navigateurs sur notre site bizby.com. Ils sont là pour conseiller, ils ont postulé, nous on leur donne en amont les OP, qu'est-ce qui va se passer, les dates, etc. S'ils ont une question, ils peuvent la poser. Et donc moi, je suis avec eux, ils sont 30 à peine. Et eux, quand ils ont un peu de temps, ils se connectent sur leur petit truc et ils répondent aux questions des internautes sur bizby.com. D'accord, donc vous avez utilisé vos clients, enfin, ou du moins vous capitalisez sur vos clients pour animer une partie de votre site e-commerce pour que ces mêmes clients parlent à ces prospects ou également autres clients. Ouais, ils répondent aux questions style, des fois c'est des mamans qui chattent, j'ai besoin d'un cadeau pour ma fille, elle a 16 ans, qu'est-ce qui te plairait? Et voilà, justement, l'ambassadrice qui lui répond à cet âge-là, et puis elle dit, bah voilà, moi j'aime bien ça, ou je comprends pas votre système de fidélité, comment ça marche? Bah eux, c'est des bons clients, donc ils savent exactement comment ça marche, et ils racontent tout. Alors je vais poser une question, je ne sais pas si tu vas avoir le chiffre,
Mais finalement, est-ce que vous avez traqué, après le passage d'un de ces ambassadeurs dans la conversation, est-ce que les taux de transformation sont supérieurs aux taux de transformation naturels que vous pouvez avoir en e-commerce? Ou finalement, c'est la même chose? Est-ce que vous avez des taux de transformation peut-être même sur des inscriptions en newsletter ou quoi? Est-ce que vous avez vu une amélioration des chiffres, une amélioration du ROI, entre guillemets, lié à ces actions-là? Ouais, il y a plus de transformation suite à un message, un chat avec un ambassadeur. La transformation est meilleure. Ok. J'allais te poser, du coup, comment tu gères cette migration d'une communauté à une autre. Finalement, tu me l'as dit, tu la gères pas vraiment, tu t'adaptes parce que c'est presque eux qui te le demandent. Donc tu as de la chance, en fait, c'est de se dire que cette génération qui était très compliquée à comprendre, en fait, elle t'explique qu'elle veut être ailleurs. Ouais. Et quand tu n'y es pas, elle t'engueule. C'est ça. Ouais, c'est quand même sympa, du coup, elle est plutôt prévenante. Je vais revenir sur celui-ci qui est souvent très délaissé, parce que le plus compliqué et le plus coûteux, mais aujourd'hui qui, je pense, un des plus gros usages sur cette génération sur YouTube. Est-ce que tu veux dire 2 mots, Thomas, justement, de ce comportement sur ces moins de 20 ans de YouTube? YouTube, c'est presque, on va dire, de temps en temps leur réseau préféré, mais en fait, ils le disent même pas parce que pour eux, c'est évident. C'est vraiment... et en plus, l'avantage de YouTube, pour les marques, je parle, c'est que les jeunes, ils restent très longtemps sur Facebook, sur tous les réseaux. On parle de micro-connexion, on check son téléphone une fois toutes les 5 minutes. Sur YouTube, c'est vraiment plutôt des grandes sessions, que ça soit par exemple le soir avant de se coucher, on va passer 1 heure à 2 heures à regarder. En plus, l'algorithme est plutôt bien fait. Du coup, quand on regarde son YouTuber préféré, on arrive sur une autre vidéo, puis après une autre vidéo qui pourrait nous intéresser, etc. On se rend compte d'ailleurs que les plus jeunes ont plus ou moins des fois 300 abonnements. Nous, même moi, ça me paraissait énorme. Je me dis, moi, j'ai 2-3 personnes que j'aime beaucoup, et en fait, on se rend compte que ils passent énormément de temps sur YouTube. Ok. Et du coup, c'est également un chiffre intéressant qui était lié à une étude BETC Teens qui est sortie il y a quelques mois sur 70% des jeunes qui font davantage confiance aux youtubeurs qu'aux célébrités traditionnelles. Et c'est exactement ce que tu expliques, c'est que finalement, ils vont beaucoup plus s'intéresser à presque des gens comme eux, puisque les youtubeurs ne sont pas des grandes célébrités, alors à part pour certains quand même, hein, je pense qu'il y en a qui en ont fait leur métier, mais qui pour le coup vont faire confiance à ses pairs, et ça illustre parfaitement ce que tu expliquais avec votre réseau d'ambassadeurs sur le site, où finalement le fait de s'influencer, le fait de les utiliser pour les castings, on est complètement dans cette représentation de il est comme moi, donc finalement je peux avoir confiance. Je fais un petit point rapide sur le Twitter. C'est le moins plébiscité par les ados aujourd'hui de ce qu'on peut voir dans leur comportement. Il est beaucoup plus du coup sur moins utilisé. Tu veux rajouter quelque chose, Thomas, dessus? Non. Je sens que tu n'es pas un grand fan du coup de Twitter. En effet, je pense que c'est le réseau peut-être le plus difficile, mais ce qui est intéressant, et ça colle un peu à ton histoire de veille, c'est qu'est-ce qu'ils tweetent en masse, leurs anecdotes, des sujets très passion, et un peu de tout et n'importe quoi. Et en effet, c'est un très bon point aujourd'hui pour essayer de les comprendre. Peut-être qu'ils ne sont pas tous dessus, mais ça permet surtout, je pense, de détecter des tendances et d'aller un petit peu plus loin. J'ai une question, parce que plein de personnes se posent toujours cette question magique, qui est, mais comment on calcule le ROI des actions sur les réseaux sociaux? À quel moment je gagne de l'argent? Est-ce qu'on peut le faire? Alors là, c'est question sans filet. Est-ce qu'on peut calculer le ROI du coup des actions de Bizby sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous le calculez? Et finalement, comment vous le pilotez? Et qu'est-ce que vous en ressortez? Alors aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils favorisent les marques intéressantes avant d'être intéressés. Donc c'est vrai que chez nous, on distingue bien le fait d'investir sur les réseaux sociaux pour générer du trafic en magasin et sur le web, et donc pour transformer, faire une vente. Et donc ça, c'est via un traffic manager qui a son budget et qui investit sur les réseaux sociaux pour ça. Et moi, mon taf, c'est de m'investir personnellement sur les réseaux sociaux pour créer de l'engagement, de la proximité. Donc moi, mes KPI, c'est pas forcément les ventes, même pas du tout, parce qu'en fait, je les regarde jamais. Mais ça, c'est le taf du traffic manager. Moi, mes KPI, ça va être vraiment l'engagement, le nombre de participations à un concours et ma notoriété. Voilà. Ok, donc plutôt des indicateurs d'image plutôt que des indicateurs business. Mais du coup, vous le calculez quand même, j'imagine, en termes d'audience, de part de voix et de visibilité sur les différents réseaux. C'est ça. J'ai une autre question pour vous deux. C'est, du coup, annonceur, mais de l'autre côté, agence. Finalement, quelle est la maturité du marché et la compréhension, finalement, du marché à ces mutations? Est-ce que vous pensez que le marché le comprend ou, au contraire, ferme un peu les yeux? C'est-à-dire,
en fait, je vais continuer sur mes stratégies traditionnelles, ou au contraire, on se dit, ah, il faut absolument y aller, ou au contraire, on se dit, on est complètement paumé, on ne sait pas du tout s'il faut juger, pas juger. Peut-être que toi, tu as des expériences avec d'autres marques ou d'autres collègues que tu peux avoir dans d'autres univers. Thomas, également, du coup, un avis dessus, c'est non, c'est compris, ou alors on est complètement perdu. Moi, je pense que les marques l'ont compris, en tout cas les marques de grande consommation ont compris. Voilà, mes autres collègues et pairs, ils ont peut-être plus compliqué dans le B2B, où là où ils se posent la question de ok, je suis en B2B, je dois toucher cette cible-là, est-ce que je dois quand même être sur Facebook et Instagram ou pas? Je pense que la question elle se pose de ce côté-là, mais je pense que les marques, elles ont compris. Il y avait justement une conférence sur les réseaux sociaux et le B2B mardi avec le social media manager de Rajar et qui expliquait justement l'importance des réseaux, notamment. Voilà, bref. C'était pour faire un peu de pub rétroactive. La conférence est passée. Thomas ? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je m'étais noté un peu doucement mais sûrement, puisque ça a été quand même long. Mais finalement, elles ont pour la plupart sauté le pas. Et en fait, le point important, on en a parlé, c'est vraiment l'agilité. Et c'est ça que les marques doivent avoir, c'est d'être agile et d'être comme les utilisateurs sont agiles. Ils arrivent à s'adapter en 2 temps 3 mouvements à un nouveau réseau qui sort. Et la marque, elle doit agir de la même manière et donc être le plus agile possible. Ok, on arrive pour le coup à la fin de cette première table. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant qu'on passe finalement à une autre approche puisque là, l'intérêt, ça va être de leur poser des questions, non plus en tant que professionnel du métier, mais en tant qu'utilisateur. On va faire venir d'autres personnes sur le plateau pour qu'on puisse également leur poser des questions et essayer de comprendre finalement, vous, millennials, ce que vous faites en dehors de ça. Est-ce que vous avez déjà des questions pour Amélie ou pour Thomas ? Vous n'avez pas de questions ? Ah, si. Oui, je me demandais tout à l'heure, vous expliquiez que vous preniez les photos que les jeunes utilisaient pour les mettre sur les fiches produits, et je me demandais au niveau des droits, vu que c'est des gens qui ont peut-être en dessous de 18 ans, comment ça se passait ? Alors du coup, moi j'ai une plateforme qui repère tous ces hashtags, et moi je vois ces photos et je leur demande juste une demande de droit. Donc ça fait un genre de commentaire sur Instagram et il est marqué Hey, j'adore ta photo, tu veux bien qu'on la publie sur Bizbee ? Et répond hashtag WeBizbee. Et s'ils me répondent en commentaire toujours hashtag WeBizbee, là j'ai le droit de l'utiliser et je la publie. Okay. Même s'ils ont en dessous de 18 ans. J'ai pas entendu. Même s'ils ont en dessous de 18 ans, l'âge c'est pas important du coup. Ouais, en fait ils ont répondu hashtag WeBizbee. Donc. Okay. C'est bien, c'est pratique cette gestion des règles juridiques. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Merci beaucoup pour du coup ce premier tour de table, le temps de clore cette partie-là, d'attendre quelques minutes et de relancer et d'inviter pour le coup nos nouveaux intervenants. Et je pense que nous allons après finir ce plateau ensemble. Donc merci beaucoup et je vous dis à dans quelques minutes pour continuer la conversation.